Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Passage oblige vous revient cette fois-là, très chers téléspectateurs et auditeurs, avec un sujet ou un thème qui nous lie à notre société où nous vivons, bien sûr. Et chaque fois, à chaque pas, bien sûr, il y a au moins une personne vivant avec un handicap et cela doit attirer notre attention afin de parler, de discuter ici sur différentes discriminations, voilà, que ces personnes, à part entière, bien sûr, créées à l'image de Dieu, sont en train de subir dans la société. Voilà pourquoi, en ce jour, nous sommes sur ce plateau avec quelqu'un de mieux avisé. Il s'agit de Monsieur Simon-Pierre Kalenga. Alors, il va donner ses différentes casquettes. C'est pas la première fois que nous le recevons dans cette émission. Vous le savez très bien. Il est de la société civile. Il est également de l'OBEAC. Voilà, et un activiste aussi politique, voilà, qui est en train de nous dire qu'il sert également son Dieu, voilà. Et avec lui, nous allons échanger là-dessus. Président Simon, bienvenue dans Passage oblige. Voilà, merci beaucoup, cher présentateur. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Je crois que ce n'est pas pour la première fois. Nous sommes à notre... Enfin, je ne sais même plus compter parce que on passe toujours quand il y a nécessité. Et vous l'aviez dit que je suis Pierre Kalenga Simon. Je suis activiste des droits de l'homme. Je suis le président de l'OBEAC, Organisation pour le bien-être des albinos. Je suis aussi le président du Forum national de la jeunesse. Vous allez comprendre que mes caps, c'est toujours dans le secteur apolitique. Donc, on n'est pas un politicien engagé. Mais la politique ne peut pas nous échapper aussi quant à ces... Voilà, comment est-ce que je peux bien me présenter. Voilà. Qu'est-ce qui vous... Non, parce que vous avez dit que je suis un acteur politique. Vous n'êtes pas acteur politique? Non, non. Non. J'ai fait la politique passive. Je ne fais pas la politique active. D'accord. C'est dans les prochains jours que je vais dévoiler mes ambitions politiques. Monsieur Pierre Kalenga Simon, voilà, il n'est pas acteur politique, bien sûr. Et ici, aujourd'hui, nous allons parler des faits sociaux, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes très engagé dans la société civile et vous en connaissez beaucoup. C'est ainsi que nous avons fait recours à vous. Est-ce que le thème déjà vous dit quelque chose? Oui, ça me dit déjà quelque chose parce que c'est ça même le quotidien de ce que nous sommes. Nous sommes dans la lutte, nous sommes dans la valeur, nous sommes en train de chercher la légalité sociale. Donc, c'est en fait ça. Et nous sommes plus motivés lorsqu'il faudrait parler de ces genres de thèmes. Alors, très motivés de parler problème de discrimination, voilà, dû au fait que tel a un handicap, tel autre a également un tel autre handicap. Alors, comment concevez-vous personnellement le mot handicap? En fait, je ne sais pas entrer dans la description de notre dictionnaire. Voilà, vous parlez définir selon les dictionnaires. Mais j'aimerais amener plus la définition à un sens très compréhensif. C'est que l'handicap veut seulement dire l'inaptitude. Le manque de quelque chose. Donc, par rapport à la vie normale, c'est que l'on est incapable de pouvoir exercer telle ou telle autre fonction. À ce moment-là, on est handicapé. Et s'il faudrait revenir dans l'ancien temps, ou alors les origines même du terme handicapé, c'est que c'est un terme qui nous vient de deux mots, c'est hands et cap, donc on faisait allusion à la main, plutôt la main et aussi les kepsons. Donc à son temps, aux États-Unis, les personnes qui n'avaient pas de bonnes conditions de vie, on pouvait appeler des pauvres, ils pouvaient s'étendre au bord de la route avec leur chapeau, où il faudrait quelqu'un mette quelque chose en termes d'assistance, en termes de monde. Voilà d'où est venu effectivement ces mots handicap. Alors quand on va évoluer,
on arrive à un endroit où on pouvait surcharger les éléphants qui pouvaient, qu'est-ce que je dis, les chevaux qui pouvaient faire des courses. Alors, celui qui courait plus vite, on lui mettait un poids pour qu'il puisse s'égaler par rapport à l'autre. Donc, vous allez comprendre que on est en train de parler aussi de l'illégalité sociale. Donc, quand on se rend compte que l'autre est plus avancé que l'autre, à ce moment-là, l'autre devient handicap. Bon, pour maintenant généraliser, dans les contextes que nous sommes, c'est qu'un handicapé, c'est quelqu'un physiquement manifeste un manquement, une défiance, un déficit quelque part. Donc, c'est comme ça qu'on appelle handicap. Et c'est là, ça mène maintenant avec les comportements sociaux qui parlent de la discrimination. Voilà. Là que nous en sommes. Donc, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas une jambe, quelqu'un qui a une peau décolorée, et on appelle handicap. On appelle handicap, et non seulement on s'arrête au niveau de l'appellation, même au niveau de préjugés. C'est-à-dire, la personne ne sait pas se jouir, en fait, de l'équilibre social. Il y a l'égalité sociale. Il ne sait pas se jouir de ses droits, il ne sait pas manger, il ne sait pas épouser, il ne sait pas adorer. Il y en a même qui plongent dans la dépression, vous imaginez, dans beaucoup de problèmes psychologiques. Oui, effectivement. Voilà. Et cela crée à nous des psychoses. Donc, on est stigmatisé. La personne handicapée est stigmatisée. C'est ainsi que les autorités congolaises ont compris, avec bien sûr le nouveau régime, enfin le régime de Tshisekedi, qu'il faudrait un encadrement particulier avec à cette catégorie la loi organique. Oui, justement. Il faudrait un encadrement particulier, une inclusion sociale de cette catégorie de personnes, parce que l'handicap n'est pas lié au cerveau. Exactement. L'handicap est lié à certains organes, de la peau, c'est ainsi la que, jambe, par exemple, ceux qui n'ont pas de pieds, on les appelle par exemple personnes à mobilité réduite, au lieu de dire handicapé. Parce que s'il faudrait maintenant définir en tout, c'est que toute personne est handicapée. Exactement. Mais à des degrés un peu différents. Donc, toute personne est handicapée, mais à des degrés différents. Même ceux qui sont assis dans leur bureau, ils pensent qu'ils sont plus doués, ils sont handicapés quelque part. J'ai dit quelque part, à chacun son handicap, physique, psychologique ou émotionnel, il en est un. Et c'est vrai ça. Effectivement, c'est ça même le problème. Mais nous sommes dans un environnement où l'égoïsme bat son plein et que la loi de la majorité prime sur la minorité. Vous allez vous rendre compte que les personnes minoritaires sont aussi affiliées à cette catégorie de personnes. À ce moment-là, c'est dans cet angle de vouloir récupérer le droit. Et vous allez voir, par exemple, les albinos, ils sont minoritaires, mais en principe, l'handicap chez les albinos ne se définit pas clairement. Mais le fait qu'ils sont minoritaires est très visible dans les artères. Effectivement, ils sont affiliés par la dépression, la discrimination et tout ce qui va avec. Voilà, c'est déplorable, on le dira ainsi, Simon Pierre. Car vraiment vous, en tant que serviteur de Dieu également, vous savez que Dieu, c'est un Dieu d'égalité. Et l'égalité est sacrée, bien sûr. Tous nous sommes égaux au devant de notre Dieu. Alors, est-ce que vous êtes de même avis que moi, que le plus grand handicap de l'homme, c'est la peur, par exemple? Oui, justement, à un moment donné, c'est la peur par rapport à sa façon de s'émouvoir vis-à-vis de ses intérêts. De ses intérêts, ici, j'ai fait allusion d'agir que d'observer. Parce que en observant, tu ne vas rien trouver, tu ne vas rien avoir. Il faudrait agir. C'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes vivant avec handicap vont au-delà de ce qui est normal. Donc, ils vont étudier davantage, ils vont parler, ils vont bosser, ils vont parler. Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de briser cette barrière-là et ils vont se retrouver avec le temps. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait. Et même les prédications que nous disons, je dis pas les prédications, je suis plus habitué aux prédications. J'allais parler plutôt des conseils que nous donnons à nos amis, c'est qu'il faudrait toujours travailler davantage. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le travail que nous sommes en train de faire, nous, en tant que société civile, dépasse même certaines églises. Et même certaines personnes. Nous ne sommes pas dans ça. Non, pour vous dire quoi? C'est que nous sommes en train de vouloir accomplir la volonté de Dieu par rapport à son peuple. Ah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, alors, ce n'est pas que j'ai fait un combat contre certaines églises. Non, non. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette loi organique numéro 22003 du 22 mai 2022? Qu'est-ce qu'elle dit clairement? Alors, je l'ai dit que c'est, il y a beaucoup de dispositions à l'intérieur, mais le souci général de cette loi organique,
c'est d'inclure les personnes vivant avec handicap dans les institutions, dans les assemblées provinciales, dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, parce qu'ils ils ne sont presque pas là. Et il y a un gouvernement de la RDC qui avait une seule dame à mobilité réduite. Ouais. Qui occupait effectivement cette fonction-là du ministère en charge, ou ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres catégories vulnérables. Donc vous allez comprendre que le chef de l'État, lui, même quand il est en train de faire ses discours, en tout cas depuis qu'il a accédé à son fauteuil, je n'ai jamais entendu le chef de l'État faire un discours sans pour autant faire allusion à cet aspect des choses. Parce que c'est vraiment un problème réel. Un problème réel. La loi a été promulguée. Au-delà de la loi, nous avons aussi les décrets-lois 24/22 du 7 mars 2024, où le chef du gouvernement, j'ai fait allusion au Premier ministre, qui a vraiment signé et il a rendu ça public. Mais alors, au niveau de la base, c'est là que je suis, au niveau des exécutifs, ceux qui sont censés à exécuter cela, ceux qui sont censés à accompagner la parole du chef de l'État et même la signature du Premier ministre, doivent effectivement rendre cela actif, doivent mettre ça en application. C'est là la souffrance, c'est là la difficulté. À un moment donné, on s'est dit, est-ce que le chef de l'État, c'est un menteur? On s'est dit, non, le chef de l'État ne peut pas mentir. Lui, il a dit, il a donné la volonté et le Premier ministre en a fait sa part. Mais au niveau de l'exécution, on ne retrouve pas les personnes vivant avec handicap dans les cabinets des ministres, dans les gouvernements, que ce soit au niveau provincial et même au niveau national. Donc, qui dirait, c'est une parole qui reste sur les écritures, mais en application, il n'y a rien. Parce que vous êtes un homme de terrain. Ouais. Quelles sont les catégories ou les genres de discrimination auxquels les PVH sont vraiment confrontés? Oui, particulièrement ici chez nous à Lubumbashi. Je parle par rapport aux engagements dans les institutions. Ils ne sont pas engagés parce qu'ils sont handicapés. Et on utilise ce qu'on appelle la discrimination passive. On fait semblant de dire que nous sommes avec les personnes handicapées, mais en principe, leur problème n'est pas résolu. C'est ça le problème. Vous allez vous rendre compte que même dans certaines familles, on ne sait pas épouser quelqu'un handicapé, parce qu'il est handicapé. Alors, cette histoire, les autorités, en tout cas, ils sont dans l'obligation d'accompagner cette loi, d'accompagner ces décrets, pour que, effectivement, nous puissions avoir une vie équilibrée. Parce que jusque-là, nous nous sentons discriminés. Tout ce que le chef de l'État a dit, les dispositifs en écriture sont là, démontrent noir sur blanc qu'ils doivent être pris dans les institutions, partout, même privé, public et tout ce qui va avec. Mais nous nous rendons compte que cette histoire ne rencontre pas son bon port. Pas seulement parce que les personnes vivant avec handicap ne sont pas organisées. Nous sommes organisés. Ah, vous êtes d'ailleurs organisés. Il y a l'OBEAC. Il y a l'OBEAC, il y a la Ligue provinciale des personnes avec handicap. Il y a les sourds en ont leur structure, le malvoyant également. Mais pourquoi la loi va continuer à rester dans les tiroirs des autorités? Pour certains, ils disent que non, nous ne sommes pas informés. J'ai dit non. Quelle est cette autorité-là? On promulgue une loi, il n'est pas informé. C'est-à-dire, à un moment donné, il est en train de faillir à sa mission. Parce qu'en tant que, je donne l'exemple, en tant que bourgmestre, en tant que gouverneur, en tant que maire de la ville, le chef de l'État va promulguer une loi. Est-ce qu'il faudrait que vous soyez sensibilisé par un groupe de gens pour que vous puissiez mettre ça en pratique? Parce que ça ne demande pas une justification. Ça ne demande même pas appel. C'est justement savoir, bon, moi, à mon niveau, je suis gouverneur. Je peux engager qui au gouvernement? Dit, dans votre structure, qui est doué? Donnez-moi vos dossiers. Moi, je vois que toi, tu peux bien faire ça. Tu peux devenir mon conseiller, par exemple. Tu peux devenir ministre en charge des affaires sociales, par exemple. C'est ça, accomplir, effectivement. C'est ça même accomplir la mission du chef de l'État. C'est quand le chef de l'État vous dit, et vous, au niveau de la base, vous l'accomplissez. Mais si vous n'accomplissez pas cela, c'est-à-dire, vous rendez le chef de l'État menteur, ou alors c'est vous-même qui travaille contre les chefs de l'État. Donc, en tout cas, c'est ça la perception que moi, j'ai vis-à-vis de cette loi. Et je suis en train de déplorer parce qu'au Congo, il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas mises en application. Voilà. Et les autorités, vraiment, si vous êtes en train d'accomplir la mission du chef de l'État, est-ce que vous voulez que son mandat soit un mandat positif, mettez cette histoire en exercice. Et nous, la population, nous allons acclamer. Donc, je crois que c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Je voudrais vous prendre
en tant que président de l'OBEAC, particulièrement en cet instant, c'est quel genre de difficultés l'OBEAC est aujourd'hui confronté dans la gestion de ses membres, comme vous l'avez défini, vous luttez pour le bien-être des albinos. Alors, quelles sont les grandes difficultés que vous subissez en tant que OBEAC, par exemple? Moi, je résume tout en deux facettes, enfin deux volets. Le premier volet, c'est la disposition liée aux conditions dermatologiques de la peau des albinos. Parce qu'il faudra le dire, un albinos, c'est quelqu'un qui a insuffisance de la mélanine. Et la mélanine protège contre les rayons solaires, ultraviolets du soleil. Voilà. Et il nous faut un encadrement assez particulier pour que nous puissions répondre effectivement à cet aspect des choses, pour que le droit de vivre nous soit aussi reconnu chez nous. Mais le fait que nous sommes dans un environnement où d'abord les mines, la pollution, l'environnement est tel qu'il est, la moindre des choses, c'est qu'on devait avoir cet accompagnement-là. Et nous, en tant que structure, nous avions élaboré beaucoup de projets. Et ces projets-là permettent à ce que nous puissions avoir la crème en permanence et le dispositif de protection, c'est-à-dire parasol, chapeau, voilà. On les introduit où? Auprès de notre papa, notre patron. C'est le gouvernement provincial que le gouvernement central. Bon, on n'a pas le retour. Nous, on n'a pas de moyens. Ça, c'est la chose. Une autre chose, c'est que le fait qu'il y ait la discrimination, c'est difficile que la personne puisse s'émouvoir. C'est-à-dire aller à l'école, trouver un emploi, être dans une vie aisée comme les autres. Déjà que ça bloque. Donc, nous souffrons aussi de l'inclusion sociale. L'inclusion sociale pose problème. Or, moi, je me disais que si vraiment on pouvait souffrir seulement de la peau et que l'inclusion sociale devrait être acceptable, nous-mêmes, les albinos, avec notre sensibilisation, on pouvait commencer à se prendre en charge. Mais d'autant plus que nous souffrons de tout et la souffrance continue encore à augmenter du jour au jour. Et ça nous pose problème. En tout cas, c'est les deux volets-là que je peux dire aujourd'hui que les albinos sont en train de faire face. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, aux auditeurs, mais aussi à tous ceux qui sont dans la discrimination? Il y en a peut-être qui sont par ignorance, qui se disent, par exemple, il a entendu dire que l'albinos n'est pas une bonne personne dans la société. Il y a des mythes. Voilà, il y a beaucoup de mythes, de croyances. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer à notre population aujourd'hui que l'albinos, c'est un homme à part entière, c'est une personne à part entière et qui n'a que le déficit en mélanine, mais son cerveau fonctionne normalement et il est soumis à toutes les conditions auxquelles tous les hommes sont également soumis. Oui, ça je crois qu'en tout cas, merci beaucoup devant votre caméra. Je crois que c'est encore une occasion de plus que nous pouvons sensibiliser la population, non seulement la population, mais aussi les personnes atteintes d'albinisme. Et vous devez savoir, je crois, je passe l'émission avec mon ami. Au-delà de ça, on est amis, on blague. Exactement. En tout cas, je n'ai jamais vu quelque chose de discrimination en elle, ou en lui plutôt, ou alors lui-même, je ne sais pas s'il a déjà constaté aussi que je suis un sous-homme, je ne crois pas. Jamais. Et en tout cas, on collabore normalement. Donc, pour dire que les albinos sont des personnes à part entière, en dehors de la mélanine qui est justement cette substance qui protège la peau contre les rayons ultraviolets, au-delà de ça, la vie reste normale. Normal. Et il y a des albinos très intelligents, plus intelligents que les non-albinos. Exactement. Donc, je crois qu'il faudrait se faire encore confiance. Vous, la communauté qui continue encore à discriminer les albinos partant de leur peau, partant de leurs conditions de vie, vous êtes en train de faire une grande erreur parce que l'albinisme ou les albinos viennent sans que l'on le sache. Donc, il n'y a pas un examen, on peut dire que je n'aurai jamais la personne dans ma vie, tout ça, non. Et aussi, ce sont des personnes qui ont des potentialités comme toute autre personne. Donc, ils peuvent vous sauver de la mort. Ils peuvent vous aider dans la vie. Ils peuvent contribuer au développement de notre pays parce que nous sommes en train de le dire. Donc, la sensibilisation que moi, je peux vous donner, vous, en tant que population, c'est qu'il faudrait les intégrer.
S'il faut épouser les albinos d'ailleurs. Et d'ailleurs, dernièrement, ils sont beaux. Ils sont beaux. Elles sont belles. Exactement. Dernièrement, j'ai eu un post sur les réseaux sociaux selon lequel un confrère était en train de nous informer qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entrer en union de mariage avec les albinos. Et c'est quelque chose qu'il faudra vraiment bannir dans notre société. Ouais, là, il faudrait vraiment condamner ça à la dernière énergie. Je crois que c'est ça. C'est ce que la population doit retenir. Mais je reviens un tout petit peu aux albinos aussi. Nous sommes nés ainsi, trouvant la vie très difficile avec la discrimination, le préjugé et tout ce qui va avec. Ça ne nous permet pas d'intégrer la communauté d'une manière rapide et facile. Donc, à un moment donné, nous sommes en train de faire face à cette difficulté-là. Mais Dieu nous a créés ainsi. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter par rapport à cette réalité. Donc, il est grand temps de fournir plus d'efforts afin de convaincre les autres, la communauté, qu'effectivement, vous êtes intelligents, ils peuvent vous admirer, ils peuvent vous prendre dans leurs entreprises. Vous êtes intelligente, ils peuvent vous prendre en mariage. Vous êtes propre aussi, ils peuvent vous épouser. Donc, je crois que toutes ces histoires-là, nous devons vraiment les capitaliser pour que nous puissions dire non à ce que la communauté est en train de dire. Donc, à un moment donné, nous avons aussi un travail à nous, un travail de qualité que nous devons multiplier davantage pour prouver aux autres que nous sommes des personnes à part entière. Ça ne sert à rien de se replier dans son propre coin. Hein, je suis discriminé. Écoutez, les complexes, là, comme je l'ai dit, les complexes, il restera complexe et la vie restera aussi la vie. Si vous voulez vous adapter par rapport aux complexes, vous allez rater la vie. Donc, je crois que c'est ce qu'il faudrait vraiment dire à nos amis albinos, mais aussi savoir comment se protéger contre les rayons ultraviolets. C'est vrai qu'on n'a pas des dispositifs en termes de crème, mais il y a aussi une protection naturelle que nous pouvons utiliser, à ne pas s'exposer au soleil, porter les habits des chemises longues manches, tout ça, les corps, et chercher des lunettes anti-solaires, question de vous de garder avoir un chapeau, avoir un chapeau, et voilà, c'est ce que moi je peux dire. Même les mouniérés, bien sûr. Les mouniérés, oui, mais ça laisse certaines parties. C'est pourquoi moi, je me promène toujours avec mon chapeau là. Je ne sais pas si on peut bien me permettre pour que les auditeurs, les téléspectateurs regardent les genres de chapeaux que nous pouvons commencer à mettre parce que ça couvre un peu. Ça couvre un peu, voilà, merci. Donc, vous voyez ces genres de chapeaux, quand on les met et on est sous soleil, ça couvre aussi. On est sous soleil avec la chemise longue manche. Vous savez, quand les rayons vont pénétrer, ils vont se limiter au niveau du chapeau. Ça ne va pas aller au-delà. Donc, je ne les mets pas à tout moment. Quand je suis à un endroit comme celui-ci, je crois que je peux les mettre à côté. Voilà. Donc, je crois que c'est ça les conseils que nous pouvons donner aux téléspectateurs. Alors, je sais que vous avez donné des très bons conseils aux amis albinos, et ces conseils vont également à toutes les autres personnes vivant avec handicap, parce que ici d'ailleurs, on l'a dit en introduction de l'émission que tout le monde est handicapé, parce que il y a personne qui a tout dans la vie, et par le fait que tu manques quelque chose, c'est déjà un handicap qui peut être physique, qui peut être psychologique, mental et tout ça. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y en a quand même qui se démarquent. Vous, personnellement, vous vous êtes quand même démarqué. Alors, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour vous démarquer, pour aller au-delà de toutes ces appréciations humaines, pour vous sublimer? Aujourd'hui, vous êtes activiste, vous n'avez jamais été complexé devant qui que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour y arriver? Voilà, je crois que vous avez dit d'ailleurs, non seulement les albinos, et toute personne qui s'avérait être dans ces genres de conditions, qu'est-ce qu'il doit faire effectivement pour faire face à la vie? Il y a un principe qui dit: il n'existe pas de barrière infranchissable. Donc, dès lors qu'il y a une barrière, sachez qu'on peut y entrer, la franchir. On peut entrer, on peut sortir. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on y entre et comment on peut sortir. C'est là qu'on appelle barrière ou blocage. C'est comme moi, je ne savais pas que je devais subir cette pression sociale en tant qu'albinos. Quand j'étais enfant, je n'avais pas la conscience certaine. Et en grandissant, j'ai compris que j'étais différent des autres.
J'ai compris que certaines personnes ne m'aimaient pas, on m'a fouillé, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je pouvais jouer à un moment donné à l'hypocrisie. Je m'approche, je fais semblant, je plaide même, je demande même, à condition que je gagne confiance. Une fois la confiance, je dois maintenant préserver cette confiance-là pour que cela ne soit pas interprété en mal. Parce que notre comportement, nous sommes des références, nous des albinos. Nous sommes des références parce qu'une fois que une seule albinos manifeste un mauvais comportement, on va coller ça au dos de tous les autres albinos, par exemple. Je suis une personne avec handicap, je suis voleur, par exemple. Ah oui. Donc, cet aspect des choses ne va pas seulement me coller moi-même, ça va aller à toutes les personnes qui ont pratiquement les mêmes conditions de vie que moi. C'est comme aujourd'hui, on a toujours dit que pour ceux qui font l'étranger, un Congolais, vraiment, c'est quelqu'un qui peut voler ton argent. Faut pas faire semblant à un Congolais dans un pays étranger. Pourquoi? Parce que les échantillons qu'ils avaient au début manifestaient cette attitude-là. Donc, nous aussi, nous devons chercher à agir dans les biens pour que nous puissions permettre à ce que notre environnement, nos semblables, ne se retrouvent pas dans ce genre de conditions de discrimination. Donc, ça, c'est un travail que nous devons faire en tant que tel. La deuxième chose, c'est que nous devons nous former. Là que les autres peuvent aller à 2 pas, nous, on doit faire 4 pas. Voilà. Là que, par exemple, nous sommes dans une salle de classe où on dit, demain, il y aura un terreau. Quand l'autre va lire une page, nous, en tant qu'handicapés, il faudrait lire 10 pour que nous puissions faire des meilleurs points. Et quand dans ces points-là, nous serons partis de cette école. Ceux qui viendront après nous vont trouver ces respects-là déjà installés. Et cette catégorie de personnes, attention, ils sont très intelligents. Vous voyez ce que nous devons faire. Et aussi, nous devons oublier et éliminer les complexes. On ne va pas t'aimer partout. Non seulement les albinos, les handicapés que nous sommes, même des personnes soi-disant valides, ils ont cette difficulté-là d'être aimés partout. Donc, faut pas, quand on ne t'aime pas, tu te dis non, parce que je suis c'est là, je ne dois plus aller à l'école. Non, il faudrait toujours bosser et aller de l'avant pour que nous puissions créer un milieu ambiant afin de nous faire accepter. Vous allez vous rendre compte que Dieu reste un Dieu. Dieu lui-même dit que il n'existe pas, enfin ça c'est la nature, plutôt c'est pas Dieu, il n'existe pas de sacrifice sans résultat. Le fait que vous vous sacrifiez sur quelque chose, en tout cas, vous aurez les résultats. Pour peut-être rejoindre la Bible qui dit, qui sème les vents récolte la tempête. La tempête. Donc ce que vous êtes en train de faire des petites, Dieu est en train de récolter voir, des grandes. Quand vous aurez le temps de récolter, vous allez récolter de grandes choses. Donc courage à vous, bossez davantage, oublions les mal et les dangers. Ça ne veut pas dire que parce que je suis handicapé, je dois m'étaler en cours de route. Voilà. Tous les véhicules s'arrêtent parce que je suis handicapé. On ne doit pas me cogner parce que ça, j'ai vu ça aussi. Là, on abuse de l'handicap. On abuse de l'handicap. Non, parce qu'on ne doit pas me cogner. Si tu me cognes, tu auras un problème avec l'État. Mais tu fais 30 minutes. 30 minutes. Voilà. tu bloques le passage parce que tu es handicapé. Vous voyez, tu vas aller voler parce que je suis albinos, on ne va pas m'arrêter. Tu vois, on t'arrête. Moi, j'étais au parquet récemment. On m'avait arrêté. Non, c'est pas parce que j'avais volé. C'est pas parce que j'avais volé. C'est pour une bonne cause. Voilà. Oui. D'accord. Donc, je crois que c'est ce que nous devons plus mobiliser afin de permettre à ce que l'on puisse nous respecter et que nous puissions non seulement nous respecter, pour que notre vie aussi puisse en dépendre. Parce que si je suis intelligent, on va m'engager. Ah oui. Et à ce moment-là, je commencerai à nourrir ma petite famille bonnement. Donc, je crois que c'est ça. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Ah, pourquoi vous avez hésité? Je ne m'attendais pas à cette question. Ah, ok, ça va. Pour dire que on peut être albinos et mener sa vie naturellement. Et mon épouse n'est pas albinos. Voilà. Je n'ai aucun enfant aussi albinos. Donc, nous menons une vie normale. Normale. Et mes enfants m'aiment comme papa et mon épouse me respecte comme mari. Elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Fallon Kalinga. Ah oui, Fallon Kalinga. Ouais. Donc, j'ai pris cet exemple pour réconforter quelqu'un, voilà, qui peut-être son handicap à lui est petit et il croit qu'il peut dramatiser et être faible dans la société. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que si je continue à faire passer mon handicap devant, je mourrai pauvre, par exemple? C'est quand j'ai compris que l'handicap n'est pas une bonne chose. C'est là que j'ai compris que l'handicap, pourquoi on dit handicap? C'est parce qu'on ne sait pas l'exercer de quelle autre activité. Effectivement, ce n'est pas une bonne chose.
même quand on dit qu'on est handicapé, on ne doit pas se réjouir de ça. Au départ, ce n'est pas une bonne chose. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, à ce moment-là, il faut répondre autrement. Il faut répondre autrement. C'est comme ça qu'en étant handicapé, comme je l'ai dit, je suis en train de chercher à aller au-delà. Au-delà. Et il faudrait que d'ailleurs, que cette catégorie de personnes parviennent à se reconnaître en tant que telles. Il ne faut pas nier votre handicap. Voilà. Parce que quand vous niez votre, parce que quand vous niez votre handicap, ça sera difficile de les contourner. Okay. Or, nous sommes dans une vie d'intégration. C'est qu'il faudrait savoir d'abord ses limites afin d'aller au-delà de ses limites. Parce que quand on nie, c'est difficile même de vouloir combattre, vouloir chercher des mécanismes et comment contourner cela. On n'a pas la jambe, effectivement, on est handicapé. On n'en a pas, voilà. On est albinos, et on doit être fier. Être fier. On doit être fier. Ça, c'est aussi un aspect. On doit être fier. Pourquoi fier? Pas parce qu'on est handicapé, parce qu'on reconnaît ce qu'on est. Ah, voilà la différence. Okay. On doit être fier, pas parce qu'on est handicapé, mais parce qu'on reconnaît ce qu'on est. C'est déjà une partie des solutions. Donc, il faut être fier de cette solution que tu vas donner à ton handicap. À ton problème. Parce qu'on ne doit pas remettre la création de Dieu en cause. Dieu nous a créés tel nous sommes. Voilà. D'abord, nous allons faire la gloire de Dieu en étant albinos, parce que lui aussi, là, il se frotte les mains. Chez lui, Dieu, quand il a créé la personne vivant avec handicap, lui n'a pas vu la personne vivant avec handicap. Lui, il a créé la personne telle qu'elle. Donc, voilà. Lui, il est content, lui, en tant que Dieu. Il se glorifie de sa suprématie, de son état d'être suprême. Bon, quand ça revient à nous, nous regrettons le fait que nous sommes handicapés. C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes en désaccord avec Dieu. Ah oui. Et quand nous sommes en désaccord avec Dieu, c'est difficile que Dieu puisse te donner maintenant cette grande révélation sur toi et le courage et même les astuces pour que tu puisses en faire de ça une force. Donc, on doit se glorifier. On est albinos. Je dis, je suis content. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas en tant que tel. Moi, d'abord, j'ai fait la volonté de Dieu. Donc, je ne dépends pas de vous. En tant qu'humain, parce que vous êtes caractérisé par la haine, par la discrimination. Moi, je ne dépends pas de votre discrimination. Je dépends plus de celui qui m'a créé et de moi-même. Et à ce moment-là, il va me donner l'intelligence. Je serai votre patron un jour, je serai votre mari un jour, je serai votre chef un jour, je serai votre papa aussi. Voilà, aujourd'hui, je suis votre invité. Donc, je crois qu'avec beaucoup d'importance que vous m'avez invité, et voilà. Donc, c'est ça. Et vous répondez toujours positivement. Mais imaginez-vous si j'ai fouillé. Oh, les albinos fuient les émissions. Là, ça ne sera plus Simon. Les albinos fuient les émissions. Exactement. Donc, j'ai intérêt à vraiment à donner le meilleur de moi-même pour que les autres qui viendront après moi vraiment fassent des bonnes publicités sur les albinos. C'est comme aujourd'hui, Madame Divine Faïla. Ah oui. Une battante. Moi, comme je l'ai toujours dit, je peux même dire, ouf, je me repose. Je sais qu'elle est là, elle va continuer le travail qu'elle a appris auprès de son maître. Je suis son maître. Et elle a été formée. Au début, d'ailleurs, la première émission que Divine a passée dans l'histoire de sa vie, c'était à la radio-télévision Ozana. Exactement. Où elle ne savait même pas, elle va dire quoi, elle va parler de quoi. Et aujourd'hui, non, je ne vois, en tout cas, je vous dis vrai, je ne vois aucune femme de son âge, de son rang, vraiment la dépasser. Ah oui, ça, en termes d'intelligence, en termes parce qu'elle est d'abord posée, et elle agit, elle n'est pas agitée. Et donc, je crois que elle peut faire plus que même ce que nous on a fait. D'ailleurs, parce que vous citez Madame Divine, on peut citer il y a des grandes célébrités aujourd'hui qui ont été handicapés, par exemple, pas seulement des albinos. Il y a, par exemple, Ray Charles, qui était né en 1930, qui est décédé en 2004, qui était chanteur, compositeur et pianiste américain. Il a fait le jazz, le blues, aussi le soul. Il a perdu sa vue à l'âge de 7 ans. OK. À l'âge de 7 ans. Il n'utilisait plus ses yeux, mais il était grand pianiste. Il était grand compositeur et aujourd'hui, ses œuvres sont visibles. Il y a aussi Nick Vujicic, voilà, qui est conférencier motivateur australien né en 1982, parce que les uns et les autres peuvent parler, nous dire que Monsieur Ray n'est pas de notre société, de notre génération, mais lui, il est de 1982. Il est né sans bras ni jambes.
Voilà, c'est un grand conférencier qui attire de foule. Il y a également John Fox, ce grand acteur qui a participé dans plusieurs films, sans oublier les mélodies que vous aimez, que tout le monde aime aujourd'hui, les mélodies de Beethoven. Ouais. Beethoven, c'était également une personne vivant avec handicap. Alors, donc, si on devra revenir ici chez nous, vous parlez de Madame Divine, il y en a plusieurs. Il y a Manu Lomboto, voilà. Il y a Yvon Youssouf qui aujourd'hui est sur la toile, qui vous fait des belles mélodies. D'ailleurs, récemment, il était à l'Est avec les enfants de Goma. Il a compati, il a fait des dons là-bas. C'est nos enfants, c'est mon fils. C'est quelqu'un qui est venu de l'Obéac. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a déjà fait, ça doit remonter. Ça doit remonter. Ça doit remonter. Oui. Et d'ailleurs, vous avez toujours des organisations de l'OBEAC chaque année, à la journée dédiée du 13 juin, c'est non loin d'ailleurs, dédiée à l'albinisme. Vous organisez des concours, mais aussi des défilés des modes. Est-ce que c'est il y a du retour dans ça? Oh, voilà. De ce côté-là, ne vous posez même pas de questions parce qu'aujourd'hui, les albinos sont maintenant partout, sans complexe. Il y a des mannequins qui signent déjà des contrats. Ah oui. Il y a Océane Geleka qu'on appelle Barbie qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a Divine qui fait la politique. Il y a Yvon qui fait la musique. Il y a Manu aussi, paix à son âme, Kikroman qui est parti. Ah oui. Donc je crois que je me frotte les mains et je crois que le combat n'est pas encore à sa fin. On doit travailler davantage. C'est que nous pouvons peut-être demander à nos autorités d'avoir un regard. Un regard, très regardant d'ailleurs. Ils doivent avoir un regard, ils doivent nous accompagner, nous appuyer. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais fait ça ou ne font pas ça, non. Mais de ce qu'ils ont déjà fait, ils peuvent encore continuer davantage pour que nous puissions vraiment être inclus dans la communauté, pourquoi pas accomplir aussi la vision du chef de l'État avec la loi organique et les décrets que le Premier ministre a signés. Je crois que ça va plus nous soulager. Ça va plus nous soulager. Très chers téléspectateurs, cette émission est en train de cheminer petit à petit vers sa fin. Alors, est-ce qu'il y a une dimension de début, une dimension fondamentale que l'on doit recevoir en famille et qui manque aujourd'hui dans les milieux des personnes vivant avec handicap? Il y a des familles où dès qu'il y a un enfant albinos qui naît, papa et maman sont peut-être en désaccord, il y a même des divorces. Il y en a il y a des histoires, par exemple, d'un musicien gospel de la RDC qui raconte toujours son histoire en disant que à sa naissance, son père a voulu qu'on puisse le jeter, par exemple. Est-ce qu'il y a cet accompagnement, cette base-là que chaque enfant, albinos ou vivant avec handicap ou né avec handicap, doit recevoir de la famille comme premier soin afin qu'il puisse évoluer? En tout cas, la plupart des cas que nous avons dans notre organisation, et d'ailleurs, ce qui est même à la base de cet dysfonctionnement social, j'ai fait allusion à l'intégration des albinos dans la société ou l'inclusion des albinos dans la société, c'est les parents. Les parents, ils ont un grand rôle à jouer, à telle enseigne que toute une vie de cet enfant albinos dépend. Ah oui. Donc, il y a lieu que les parents d'abord acceptent. Et ça, ce n'est pas seulement chez les albinos, c'est toute autre personne handicapée ou fille, garçon. Parce qu'à un moment donné, il y a même des parents, quand ils mettent tout le monde sous des filles, disent, je dois divorcer avec cette femme-là pour aller chercher les garçons. Ça, c'est pas un bon regard d'un bon parent. Un bon parent est celui qui dit merci. Merci à Dieu, voilà. Quelle qu'en soit la condition de l'enfant, quel qu'en soit l'état de santé de cet enfant, Dieu vous a donné cet enfant-là, il sait que vous êtes parent. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit que Dieu ne donne pas une épreuve qui peut dépasser la personne. Exactement. Donc, si Dieu te donne une épreuve, je fais allusion, imaginez même à l'enfant que j'appelle épreuve, parce que des fois, nous subissons des menaces dans nos familles. Oui. On peut se constituer comme des épreuves que Dieu donne à nos parents. Ça fait très mal, mais je dois quand même vous le dire. Donc, le fait que vous avez cette épreuve-là, Dieu au ciel, lui, sait que vous allez surmonter cette épreuve. Donc, ça ne sert à rien de jeter l'enfant, de discriminer l'enfant. Et aujourd'hui, les albinos
sont partout avec des plaies, parce que les parents n'ont pas eu le temps de les encadrer. D'abord, ils ont les premiers soins viennent et doivent venir de la famille. Vous mettez un enfant albinos pour lui donner seulement les seins, vous voyez, la maman dit non, je ne peux pas donner à cet enfant. Donc, c'est déjà la cruauté qui commence. Mais déjà que la famille donne cette cruauté-là, que dirons-nous de la société, des voisins? Que dirons-nous de la société tout entière? Voilà là que nous avons la discrimination aujourd'hui. Donc, la discrimination commence par le parent. Je vais aller très loin peut-être, parce que nous sommes en train de chuter. Entre nous, enfants albinos, et vous, parents, qui devrait vraiment avoir honte? C'est le parent. Parce que nous sommes les conséquences de votre amour. Voilà. Donc, nous sommes les conséquences de votre amour. Mais au-delà de ça, au lieu de nous aimer, vous nous haïssez. C'est vous là, vous, papa, maman, parce que vous étiez là où vous êtes là, que les enfants albinos sont venus. Mais vous les haïssez encore. Donc, moi, je ne vous comprends pas. Ça, c'est quelle méchanceté? Ça, c'est quelle méchanceté? En principe, c'est vous qui devez vous cacher dans les maisons. C'est vous qui devrez ne pas aller à l'école. Mais cette pression-là revient sur ces enfants victimes, albinos. Des innocents d'ailleurs. Des innocents. Donc, je crois que nous devons changer notre regard, chers parents, d'aimer l'enfant, amener l'enfant à l'école. L'OBEAC aujourd'hui est là. Au début, enfin, dans l'ancien temps, l'OBEAC n'existait pas. C'est vrai qu'il y avait toutes ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, l'OBEAC est là. Vous avez l'enfant. Vous nous signalez. Nous allons vous donner les directives pour que cet enfant grandisse dans des bonnes conditions. Parce que c'est ça. Parce que le gel est très important pour la peau d'un enfant albinos. Donc, très chers parents, vous qui avez des enfants non seulement albinos, mais aussi handicapés de tel ou tel autre degré, parmi lesquels il y a aussi des enfants un peu retardés mentaux, il y a des autistes. Donc, toutes ces catégories-là, ce sont des personnes vivant avec un handicap. Alors, au-delà de les avoir comme enfants, on doit les aimer d'un amour sincère, vrai. Question de les aider également à intégrer la société, à vivre comme des personnes, parce que tous, ils ont un avenir, bien sûr. Tous, ils ont un avenir. Alors, nous sommes vraiment à la fin. On me signale que nous n'avons plus que 2 minutes. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à ajouter, quelque chose qui puisse englober tout ce qu'on a dit dans cette émission, afin que nous puissions avoir une société avec peu de discrimination envers les personnes vivant avec handicap. Voilà, je l'ai dit même aux parents, même aux albinos eux-mêmes, chacun sous sa responsabilité. Mais ici, j'aimerais avoir un message très direct à l'égard de nos autorités. Je crois que nous avons maintenant le nouveau gouvernement avec de nouvelles stratégies, et j'aimerais que les exécutifs, ici je parle de notre province, du Katanga, que le gouverneur puisse avoir le temps d'inclure ou d'intégrer la catégorie des personnes vivant avec handicap dans les institutions, parce que c'est lui le patron, c'est lui notre chef. Alors, la loi organique est déjà là, les décrets-lois a été signé, donc je crois que quitte à lui, à ce niveau, il n'y a que lui qui peut avoir un bon regard sur cette catégorie de personnes. Nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas dans les acharnements politiques. Tout ce que nous sommes en train d'avoir besoin, ou tout ce que nous sommes en train de demander, c'est que lui puisse mettre en application ce que la loi nous dit en tant qu'un bon parent, un bon père. Je crois que ça pourra soulager beaucoup de personnes en situation d'handicap. Ça pourra soulager beaucoup de personnes en situation d'handicap. Alors, cette émission prend fin. Merci. Monsieur Simon-Pierre Kalenga, comme d'habitude, vous le savez, n'est-ce pas? Ouais, je suis habitué, je suis déjà rodé. Ok. Vous voyez les 2 enveloppes, n'est-ce pas? Ouais. Vous pouvez en choisir une. Ok. Veuillez l'ouvrir. Il faut faire exactement ce qu'on vous demande de faire. Veuillez sortir le papier qui y est. Et puis, ouvrez le papier. Je dépose ça ici, sur la table. Si vous voulez. Merci. Et puis, vous allez lire le nom qui est écrit dans cette enveloppe.
Ah oui. Bien. J'ai lu? Ouais. Divine Faïla. Divine Faïla. Divine Faïla, voilà. C'est ça ce qui est écrit. Vous la connaissez? Et d'ailleurs, vous l'avez cité. Je connais Divine Faïla Mwangalalo. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur elle? Bon, d'abord, je commence par je dis bonne chance. Bonne chance, c'est plein de courage dans ce qu'elle est en train de faire. Et qu'elle ne se sous-estime pas. Elle a déjà l'ancrage. Elle doit décoller maintenant. Et elle vient de perdre son père il n'y a pas très longtemps. Elle, en tant que l'aînée de la famille, je crois qu'elle a encore un autre fardeau. Au-delà de sa lutte en tant que femme battante, elle a maintenant sa famille parce que c'est elle l'aînée de la famille. Elle a sa maman, ses soeurs, ses frères sur elle. Donc, je crois qu'elle doit avoir un autre regard. Elle ne doit plus pleurnicher comme elle pouvait le faire parce que papa était là. Maintenant que papa n'est plus, donc elle doit regarder la vie vraiment en face. Elle n'a plus droit à l'erreur. Elle a l'obligation de répondre positivement à la vie parce que beaucoup de gens la regardent et on attend les résultats. On attend les résultats exceptionnellement dans cette émission, cher Simon-Pierre. Vous connaissez également Madame Nelly Kanteng, n'est-ce pas? Oui, je connais Madame Nelly Kanteng, que j'ai échangé avec elle dans beaucoup d'activités. Ouais. Une personne qui a aussi entravé cette barrière de personnes vivant avec handicap. Innové. Qui est aujourd'hui une grande écrivaine. Elle venait de signer son deuxième livre, si je ne m'abuse. Et c'est formidable et wonderful, n'est-ce pas? Wow. Des exemples à suivre. Voilà. Madame Nelly, en tout cas, coup de chapeau et beaucoup de félicitations de ce que vous êtes en train de faire. Comme je l'ai toujours dit, que plein de courage encore davantage. Ce que vous faites mieux, continuez encore de le faire. Je crois que l'avenir sera meilleur. Pas seulement pour nous handicapés, même pour vous-même. L'avenir plutôt sera meilleur. Merci beaucoup à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à ma réalisatrice à Nord. Elle s'appelle Lorraine Koussoum Konkole. Merci également à Déborah Kabi. Merci à ce cadre qui nous a été offert en ce jour, Mélissa Georges. Venez faire un petit tour ici, vous ne serez jamais déçus. Merci également à Daniel Kalimi Lokoko, toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Arsène Mwanza, Isaac Nimbo. Je vous tiens compagnie, merci de votre belle compagnie. Merci également à Franck Loutumba pour la programmation. Je vous retrouve la fois prochaine.